Louis XIV, le roi très chrétien, s'était opposé au pape à propos du droit de régal, ainsi qu'à propos des 4 articles du gallicanisme. Mais ce n'est pas tout ce qu'il avait à se faire pardonner. On sait que le pape a une garde suisse, il avait aussi une garde corse qui était fournie par la République de Gênes. Et en 1662, une bagarre avait éclaté entre cette garde corse et les gardes du duc de Créqui, qui était l'ambassadeur du roi de France auprès du Saint-Siège. Louis XIV en fut froissé et il imposa au pape Alexandre VII des excuses humiliantes. Et ce n'est pas tout, il annexa aussi le comtat venessin où se trouve la ville d'Avignon. Néanmoins, il restitua cette propriété du pape en 1664. Pour faire oublier tous ces conflits et rappeler qu'il était le roi très chrétien, Louis XIV décida de se poser en champion du catholicisme. En effet, la cohabitation de 2 religions, quoique toutes les 2 chrétiennes, catholiques et protestantes, sur le même territoire était une exception, voire une anomalie. Cette anomalie était permise par l'édit de Nantes, même si depuis, Richelieu avait supprimé les places fortes de sûreté attribuées aux protestants. Et donc Louis XIV décida de refuser toute faveur aux protestants. Il y eut des exceptions, comme l'amiral Duquesne, qui était lui-même protestant, mais ses fils furent obligés de s'exiler car ils n'obtenaient aucun commandement. Les protestants furent l'objet de vexations, par exemple, on leur interdit de célébrer leurs funérailles à un autre moment que la nuit. Et puis en 1676, il y eut des encouragements à la conversion sous forme de primes d'argent, qui eurent leur petit succès d'ailleurs. Enfin, en 1680, les protestants furent exclus de certaines professions, celles de médecin, celles d'avocat ou celles d'imprimeur. Et puis il y a toujours des fonctionnaires zélés. Ainsi, l'intendant du Poitou eut l'idée de faire loger les soldats chez les protestants. Et bien sûr, à leurs frais, si bien que vous logez chez vous un soldat jeune et plein d'appétit qui boit votre vin et s'assied à côté de votre fille. C'est ce qu'on appelle les dragonnades, parce que ces soldats étaient souvent ce qu'on appelle des dragons, qui sont une troupe capable de combattre aussi bien à pied qu'à cheval. Mais ce nom de dragonnade ne doit pas faire illusion, il ne s'agit pas de massacre avec de grands sabres de dragons. Et ce procédé inventé par l'intendant de Poitou fut généralisé par Louvois qui trouva l'idée excellente. Je rappelle que Louvois, ministre de la guerre, est l'homme qui a ordonné le ravage du Palatinat. Il était une dame tartine dans un beau palais de beurre frais. Les murailles étaient de pralines, les parquets étaient de croquets. C'est ainsi qu'on pourrait décrire le palais de Versailles, qui est l'un des principaux monuments de la pâtisserie française. Et c'est là que vivait Louis XIV, isolé du monde, isolé de Paris, sa capitale, et isolé du royaume tout entier. Il ne le connaissait que par les rapports de ses intendants, et souvent ces rapports étaient complaisants, si bien qu'il fut conduit à surestimer l'effet de ces mesures à l'encontre des protestants. Et il crut qu'il n'en restait plus guère, si bien qu'en 1685, par l'édit de Fontainebleau, il révoqua l'édit de Nantes. Le culte public fut interdit. Les temples furent démolis, par exemple celui de Charenton à côté de Paris. Les pasteurs furent chassés. Et les fidèles, par contre, furent interdits de sortir du royaume. Si on les attrapait, ils étaient condamnés aux galères. L'un des aspects de la politique maritime de Colbert, c'est qu'on avait besoin de gens pour ramer dans les galères. Malgré tout, 200 à 300 000, c'est assez difficile à chiffrer, quittèrent tout de même le pays, ce qui provoqua des désordres économiques. Toutefois, ces désordres sont quelquefois surévalués. Ainsi, la crise de la dentelle en Normandie ou dans la région du Puy n'est pas due à la révocation de l'édit de Nantes, mais à la politique malheureuse de Colbert. C'est la même chose en ce qui concerne les fabriques d'indiennes qui existaient en Alsace, par exemple, et qui partirent de l'autre côté du Rhin. Elles s'exilèrent ainsi avec leurs propriétaires parce que Colbert avait interdit les indiennes pour protéger les manufactures royales. Il faut donc faire la part des choses. Et on peut noter que Louis XIV ne prit parti que 6 fois contre l'avis de ses ministres, et la révocation de l'édit de Nantes ne fait pas partie de ces 6 fois, les ministres étaient d'accord. Un autre effet funeste de cette révocation fut que les souverains protestants furent révoltés par cette mesure, ce qui ne leur donna pas pour autant l'idée d'autoriser le catholicisme dans leurs États. Mais la révocation de l'édit de Nantes accéléra la formation de la Ligue défensive d'Augsbourg en 1688. La résistance des protestants à la révocation de l'édit de Nantes ne fut pas seulement passive, elle fut aussi armée. Et c'est ainsi que de 1702 à 1704 fit rage la guerre des Cévennes, qui opposait les troupes du roi aux camisards, on les appelait ainsi, parce qu'ils n'avaient pas d'uniforme, garni de boutons dorés et de galons, mais une simple chemise. Il tinrent longtemps en échec les troupes du maréchal de Villars, mais celui-ci finit par obtenir la soumission de Jean Cavalier en échange d'une amnistie et de la promesse d'une tolérance à venir. Malgré tout, les troubles dans les Cévennes durèrent jusqu'en 1710. Il fut impossible d'éradiquer entièrement le protestantisme qui continua d'exister au désert, c'est-à-dire on célébrait le culte en plein air dans des lieux écartés.
Et en fait, loin de disparaître, le protestantisme, qui était plutôt languissant, reprit de la vigueur. Le protestantisme était languissant parce qu'il y avait beaucoup de conversions. En effet, beaucoup de protestants étaient indifférents aux questions théologiques. Ils trouvaient qu'être protestant, c'était souvent s'opposer tout le temps au roi. Ils trouvaient plus simple de devenir catholique tant qu'à être chrétien. On a souvent accusé la marquise de Maintenon d'avoir inspiré au roi la révocation de l'édit de Nantes. Rien n'est plus faux. Françoise d'Aubigné, qui devint marquise de Maintenon, avait épousé Louis XIV en 1685 par un mariage secret. En effet, il n'existe pas en France de mariage morganatique. Louis XIV était alors veuf de Marie-Thérèse depuis 1683. Et Françoise d'Aubigné, qui était veuve du poète Scarron, était aussi la petite-fille d'Agrippa d'Aubigné, un compagnon d'armes d'Henri IV, qui avait fini ses jours d'ailleurs en Suisse. Elle était née protestante et avait été élevée dans un couvent destiné aux nouvelles catholiques. Elle s'intéressait à la conversion des protestants, mais par les moyens préconisés par l'Évangile. Et de même, le protestantisme disparut là où ces moyens furent employés. Ainsi, sous l'influence des missions d'un jésuite, saint François-Régis, qu'on a surnommé l'apôtre du Vivarais. Et il y eut aussi les missions menées par saint Louis-Marie Grignon de Montfort en Poitou. On l'appelle l'apôtre du Poitou. Et ces provinces du Vivarais, où se trouve la ville de Privas, ou du Poitou, étaient massivement protestantes. Elles devinrent ardemment catholiques.